Bonjour et bienvenue à tous. On vous retrouve encore une fois dans le cadre de ces capsules et dans le cadre de notre chaîne Droit et Littérature. Aujourd'hui, je reçois une consoeur et une amie. Il s'agit de Maître Ingrid Bonazzi, pour le dire avec l'accent italien. Maître Ingrid Bonazzi est docteur en droit de l'Université de Bologne, docteur en droit de l'Université Paris-Sorbonne, docteur en sciences diplomatiques de l'Université de Florence. Elle a eu comme maître à penser Giorgio Gaia, qui est juge à la Cour de La Haye. Et en même temps, elle a un parcours professionnel puisqu'elle était administratrice à la Cour de justice du Luxembourg. Actuellement, elle est juriste internationale dans le domaine et dans le monde des affaires. Elle est rattachée au cabinet VCD Europe. Donc je profite de votre passage, ma chère consoeur, pour vous recevoir dans le cadre de ces capsules à l'adresse essentiellement de nos étudiants à la faculté de droit de Marrakech. Et je vous dis, vous êtes la bienvenue. Merci, cher maître. Je suis honorée d'être reçue par un ami, un professionnel de votre hauteur, et je suis surtout très honorée d'avoir le privilège de pouvoir m'exprimer sur un sujet qui m'est très cher, concernant le continent que j'ai toujours dans mon cœur, c'est-à-dire l'Afrique. Alors justement, le sujet qu'on a choisi ensemble, d'abord, il m'a été suggéré par un certain nombre de doctorants qui s'intéressent à ce thème, nombre d'étudiants. En même temps, il se trouve que vous vous intéressez à ce sujet de manière très professionnelle et très précise. Il s'agit de la common law versus civil law. Quelle perspective pour l'Afrique de demain? Alors, comme vous le savez, mes chers auditeurs, il existe 4 traditions juridiques importantes dans le monde: le droit romano-civiliste, la common law, le droit coutumier et le droit religieux. Alors, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur common law et droit civil. Bon, l'exemple qui nous vient à l'esprit quand on parle de ces sujets, c'est celui de la France et du Royaume-Uni, essentiellement. Comme vous le savez, l'essentiel de la différence entre les deux systèmes, l'un est basé sur la jurisprudence, l'autre est basé sur la codification. Aujourd'hui, Maître Ingrid Bonazzi, nous avons un certain nombre de questions. Quand on a parlé hors enregistrement, vous m'avez dit que l'Afrique, essentiellement, et le Maroc en particulier, seraient un laboratoire historique de la confrontation entre droit anglo-saxon et droit civil. Dans quelle mesure vous pourrez développer cette idée? Alors, je crois qu'il faut commencer par nous focaliser plus sur les convergences que sur les divergences entre les deux systèmes, malgré leurs distinctions et leurs différences. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la dichotomie des deux grands systèmes juridiques qui sont la civil law et la common law sont, je ne dirais pas obsolètes, mais sont dépassées par la nécessité de les faire, converger avec la tradition juridique africaine. Cela veut dire qu'au-delà des deux grands systèmes que l'Afrique a hérités par la colonisation et qui se sont implantés dans ce continent, il y a et subsiste un droit antérieur qui est un droit africain et qui continue à évoluer en coexistant avec ces deux systèmes, mais qui coexiste avec ces deux grands systèmes et avec lequel on doit faire, si vous voulez, les comptes. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer à penser des solutions africaines pour des problèmes juridiques africains. L'Afrique a une spécificité qui ne peut pas être réduite à ces systèmes qui viennent de l'extérieur. Et cela, si vous voulez, c'est important plus que jamais aujourd'hui, parce que le Maroc est un laboratoire, surtout le Maroc intéressant, après la normalisation avec les rapports avec Israël, où il y aura un afflux d'investissements importants, avec les investissements des États-Unis, et c'est une grande opportunité pour le Maroc qui est formidable.
Et dans ce contexte historique, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le Maroc va pouvoir donner son empreinte africaine à ces relations qui sont extérieures. Donc l'Afrique doit être prête à, si vous voulez, se confronter avec ces investissements étrangers, avec des outils qui lui sont propres, en intégrant ces pays. Et cela est une tâche très complexe qui va au-delà de l'harmonisation du droit anglais ou, disons, ou du droit continental. C'est-à-dire que la confrontation, telle que vous l'avez dit, ça veut dire, en fait, il n'y a pas, si on parle du Maroc, il n'y a pas de confrontation, parce que le Maroc a toujours eu l'intelligence de faire cohabiter les systèmes. C'est-à-dire, nous avons un droit positif qui s'inspire du droit musulman. C'est ça. Nous avons certains secteurs du droit qui sont régis par le droit coutumier. C'est ça. Et nous avons le droit des affaires qui, lui, s'inspire du droit international. Et notamment, on retrouve cette confrontation. Justement, on parle de confrontation, mais pour vous, quels sont les avantages respectifs de ces deux systèmes de droit? Alors, il y a, effectivement, nous devons rendre à nos amis anglo-saxons leur lettre de noblesse. Parce que dans le commerce international, ils ont une flexibilité qui est, si vous voulez, caractérisée par des moyens de résolution du litige tels que l'arbitrage, qui sont beaucoup plus, si vous voulez, rapides que les systèmes de résolution par voie judiciaire du droit civil. Et donc, à nos amis anglo-saxons, il faut, disons, reconnaître ce mérite de moyens de droit qui sont rapides, qui sont réactifs et qui s'adaptent très bien au commerce international. Par contre, dans le système de codification de civil law, il y a, si vous voulez, un système de normes, une méthode qui fait en sorte que, par exemple, vous pouvez édicter des règles très claires, de façon précise, que vous allez... et selon les besoins. Et selon les besoins, oui. Et qui vont discipliner de façon détaillée les différents cas d'espèce. Dans un système, si vous voulez, qui est structuré, qui est beaucoup moins, si vous voulez, quantitativement confus, parce que la common law, c'est une série de décisions jurisprudentielles qui se refont au principe du stare decisis et du précédent, et qui donc est un système assez conservateur. Dès que vous avez une décision en une matière, vous pouvez très bien vous refaire à cette décision. Alors que dans la civil law, nous avons, si vous voulez, le droit évolue chaque seconde. Chaque affaire... Il évolue en fonction des besoins de la société. De la société et des cas d'espèce qui sont tous différents. Alors, pour rester dans le cadre très particulier qu'on a évoqué ensemble, celui de faciliter les échanges, ça veut dire on parle de l'Afrique, oui, et des perspectives qui s'offrent à l'Afrique, comme d'ailleurs pour le Maroc, quelles sont les hypothèses pour faciliter ces échanges en harmonisant les règles du droit des affaires à la lumière de ces deux systèmes? Alors, l'harmonisation du droit des affaires, disons, a eu comme issue la création de la nécessité de créer l'OHADA. C'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui est encore, disons, qui élabore des actes encore qui sont un peu, si vous voulez, encore embryonnaires. On n'est pas encore arrivé à cette harmonisation, mais c'est déjà un pas très important. L'OHADA, d'ailleurs, a inspiré l'Union européenne pour la création d'un code européen des affaires. Et je pense que dans cette perspective si vous voulez, libre-échange qui caractérise aujourd'hui, vous avez une zone de libre-échange en Afrique dans le marché intérieur, il va falloir harmoniser les règles qui régissent le droit des affaires, que ce soit les investissements ou le droit des sociétés. Et dans cette œuvre qui est assez complexe, vous avez la possibilité d'utiliser des outils qui vont s'adapter selon les exigences. Pour la résolution des litiges, vous pourrez prendre l'arbitrage anglo-saxon. Et pour la réglementation stricto sensu des flux commerciaux ou des échanges commerciaux, vous aurez la possibilité d'utiliser
des instruments de codification. En est l'exemple le Code panafricain des investissements, que vous connaissez certainement, qui a été élaboré en 2016, qui vise à conjuguer le droit des investissements avec le développement durable et avec la responsabilité sociale des entreprises. Ce code a été, si vous voulez, un peu révolutionnaire par rapport aux années 80, où il y avait eu, disons, la dérégulation. Il y avait le libérisme, le libre-échange qui s'imposait. Les échanges étaient gérés justement par ce libéralisme qui est de matrice anglo-saxonne. Et en 2010 à peu près, il y a eu parmi les tribunaux arbitraux, il y a eu un revirement progressiste visant à dire mais nous avons une nécessité, si vous voulez, de réglementer un peu ce qui doit être l'éthique des investissements en Afrique. Et pour ce faire a été, disons, élaboré ce code panafricain des investissements. Pourquoi? Parce que la nécessité de faire du développement durable un des principes qui inspire les investissements étrangers en Afrique a été, si vous voulez, perçu parce que dans tous les traités bilatéraux d'État à État, quand il s'agit de faire des grands investissements, on a constaté que dans ces traités bilatéraux, on avait mis des préambules pour que les investisseurs contribuent au développement durable de l'Afrique. Ça veut dire également contribuent à la création d'infrastructures, à la création d'emplois, et qu'en fait, cela relevait de la pure métaphysique. Les investisseurs venaient, mais après, il n'y avait aucune contribution au développement durable. Alors, justement, là, vous touchez quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il y a une idée fondamentale, c'est la mise en place d'un vrai code africain des affaires. Oui. Et là, justement, on retrouve cette confrontation entre les deux systèmes. On retrouve cette confrontation. Là, c'est direct. Là, c'est direct, oui. Parce qu'on ne va pas, si vous... Le code panafricain des investissements n'a pas fait effondrer le système d'arbitrage. Les États sont toujours soumis à des arbitrages avec des grandes multinationales. Ça ne met pas en cause ces instruments de common law. Mais par contre, il y a effectivement une charte de règles qui va s'imposer aux investisseurs étrangers. Et cette charte, si vous ne voulez pas l'appeler code pour ne pas heurter la sensibilité des pays anglophones, elle va quand même devoir s'inspirer à une méthode de codification pour être claire, précise. Et c'est un instrument pour atteindre le but. Et pour atteindre le but. Parce que c'est ça le problème aussi. On ne le fait pas pour le plaisir de codifier, mais on le fait pour l'utilité que cela va avoir. Apporter. Et d'autant que, si vous voulez, ces principes éthiques sont d'autant plus importants aujourd'hui que l'Afrique est confrontée avec l'afflux d'investisseurs étrangers, de ces empires qui sont bien présents dans votre continent. Qui s'installent, hein, qu'ils soient... que ce soit les Chinois, les Russes, les Américains, et il faut que l'Afrique puisse se doter d'instruments puissants pour contrer, si vous voulez... Le Code africain des affaires, je pense qu'il sera d'un grand apport. Pourquoi? Parce qu'il sera d'abord plus simple, oui. Et il va dépasser, à mon avis, le droit harmonisé des affaires de l'OHADA. C'est cela. C'est pas votre avis? C'est mon avis. D'ailleurs, le Code européen des affaires est justement inspiré par la nécessité de redonner une compétitivité à l'Europe par la stabilité d'un système juridique. Un système juridique qui est effectivement structuré, qui met, disons, toutes les entreprises en position d'égalité d'échange, parce que, par exemple, dans le cadre de l'insolvabilité des entreprises, on va élaborer une série de normes qui vont être, si vous voulez, garantes de la sûreté juridique. C'est-à-dire que les sociétés allemandes vont pouvoir tranquillement agir en synergie avec les sociétés italiennes ou françaises ou européennes, quelles qu'elles soient, parce qu'il va y avoir une harmonisation de ces règles par ce Code européen des affaires. Et je pense que
pour l'Afrique, c'est la même démarche qui pourrait Ça peut être la même démarche. Ça peut être la même démarche. Alors une dernière question, parce que je sais qu'avec Oui. vous, il y a beaucoup de choses à faire et à dire, mais une dernière question, c'est par rapport aux évolutions technologiques auxquelles les deux systèmes dont on parle aujourd'hui sont confrontés dans le cadre de l'économie numérique. Oui. Alors, l'économie numérique dans laquelle le Maroc est très actif, j'ai vu l'année dernière, vous avez été très, disons, dynamique dans ce secteur. Le Congo est en train de devenir la plaque tournante dans ce domaine du numérique. L'économie numérique est intéressante parce qu'effectivement, elle va donner la possibilité de nouveaux emplois, de nouvelles méthodologies de traitement des données, etc. Mais dans le domaine du droit, je pense qu'il ne faut pas être lié au concept de justice prédictive, c'est ce qu'on dit dans ce secteur, c'est-à-dire que les big data, comme maintenant ils sont en train de effectivement s'introduire dans les domaines juridiques, les big data doivent être un accessoire pour le juriste, non pas... Pourtant, dans des pays comme les États-Unis, ils sont en train de s'installer. Oui. Le big data est en train de s'installer. Le big data est en train de s'installer, mais parce que, si vous voulez, il n'y a pas la conscience que nous avons, nous, justement, romanistes, du fait que, comme je vous disais tout à l'heure, le droit est en permanente mutation selon les situations. Et comme disait Léonard de Vinci, l'eau qui court est la première de celle qui vient et la première de celle qui vient et la dernière de celle... Non, excusez-moi. Et la dernière de celle qui part. De celle qui part, oui. Oui. Pourquoi? Non, la dernière de celle qui vient et la première de celle qui part. Ça veut dire que chaque situation est différente. Et bien évidemment, les big data sont des grandes lessiveuses où on va vous centrifuger toutes les décisions de justice dans une matière, mais cela ne va pas se substituer au pouvoir Mais si ça marche, ça veut dire que demain, on n'aura plus besoin d'avocats ni de juges. Oui. Ça veut dire que toute la machine va faire tout. Non. Et voilà, c'est là que c'est ça le risque. C'est là que ça ne peut pas marcher, parce que le juriste qui est justement capable de capter les nuances d'un cas à un autre ne peut pas automatiquement... Et le droit, ce n'est que de la nuance. Ce n'est que de la nuance. Ce n'est pas un algorithme. La machine ne peut pas Jamais. avoir cette nuance. Jamais. Écoutez, on termine sur cette idée. On termine sur cette idée, et oui. sur cette vérité. Et comme nous, on fait les choses directement à l'état pur, nous passons à la dernière chronique, c'est la chronique littéraire. Je pose à mes invités, toujours, qui ont la gentillesse de me répondre, quelle est votre lecture actuelle en dehors de votre travail et du droit? Alors, ma lecture actuelle est Le Rire de Voltaire. Alors là, vous êtes revenu à un classique. Un classique français. Pourquoi? Parce que je suis très liée à l'époque des Lumières françaises, que Voltaire est devenu la star américaine aujourd'hui, parce que Voltaire a ce libéralisme qui plaît aux anglo-saxons, mais en même temps, il est quand même un des, si vous voulez, des protagonistes les plus éloquents des Lumières françaises, et parce qu'il a ce côté libertin, ce rire, hein, qui est très français, auquel je suis très attachée, car il exprime un peu la légèreté de la pensée française, tout en étant une pensée qui a le mérite d'avoir eu un système social très évolué et qui aujourd'hui, malheureusement, est en perte de vitesse. Mais la France a perdu la bataille, mais pas la guerre. Alors, vous conseillez à nos lecteurs de relire cet ouvrage, ce livre magnifique de Voltaire. Je pense qu'on le trouve, en ce moment, on le trouve sur Internet. Vous le trouvez partout, oui, vous pouvez même le trouver sur Internet. On peut le télécharger. C'est important, vous pouvez le télécharger. C'est important de relire un peu les Lumières françaises parce que on est très, disons, aujourd'hui imprégné de l'enlightenment anglo-saxon, c'est-à-dire le darwinisme, la loi du plus fort, l'individualisme, alors qu'un peu de légèreté, de liberté de pensée, de liberté tout court dans une époque qui restreint nos libertés par la voie des pandémies, de tout ce qui nous arrive, eh bien c'est un peu rafraîchissant et je pense que les jeunes générations doivent revoir. Merci pour ce rappel de cet ouvrage magnifique que j'ai lu il y a longtemps, mais vous me donnez l'idée de le revoir. Voilà. Je vais le faire avec plaisir.
Je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps de venir nous voir, malgré vos obligations professionnelles et familiales d'ailleurs, mais plus professionnelles qu'autre chose. Et vous avez trouvé le temps de venir nous répondre. Je vous remercie, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, nous voudrions vous inviter à venir présenter des conférences à nos étudiants du Master de droit des affaires dans un avenir très proche, si vous l'acceptez. Eh bien, écoutez, je serai honorée, surtout que pour moi, c'est la première fois que je mets les pieds sur le sol africain. Et donc, c'est une grande émotion, surtout d'avoir eu l'honneur et le plaisir de vous connaître, ainsi que votre épouse, cher maître. Je vous remercie. Merci. Et à très bientôt.